BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et c'est l'heure de notre débat avec autour de la table Christian Fontaine et Stéphane Van Nuffel, comme une fois par mois. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être tous les deux au rendez-vous. Christian pour la rédaction du revenu, Stéphane Van Nuffel pour netinvestissement.fr. Et ce matin, vous voulez débattre sur l'immobilier en tentant de répondre à cette question. La crise du logement est-elle une aubaine pour les investisseurs? Christian, vous nous reposez le contexte? Alors d'abord, oui, il y a crise, mais pas de panique, c'est quand même pas la fin du monde. Alors les crises, bon, les chiffres, tout le monde les connaît. Bien sûr, effondrement des ventes dans le neuf, notamment aux investisseurs, moins 50% tout de même, ça pique. Multiplication par 3, voire plus, des taux des crédits immobiliers en 18 mois, c'est du jamais vu. Et puis de retrait de nombreux logements du marché locatif pour cause de diagnostics de performance énergétique non conformes. Voilà pour la bouteille à moitié vide dont on parle beaucoup. Ce matin, sur votre antenne, j'ai plutôt tendance d'être un minimum optimiste. Alors, quels sont les signes, je dirais, encourageants? D'abord, le marché est loin d'être à l'arrêt. Tous les jours, il y a des logements qui se vendent et qui s'achètent. On devrait tourner autour de 900 000 transactions par an. Alors, en 2023, bien sûr, c'est beaucoup moins qu'il y a 1 ou 2 ans. On était plutôt à 1,2 million, mais 900 000 transactions par an. Vous auriez dit ça aux professionnels il y a 4-5 ans. Tout le monde aurait sauté de joie au plafond. Les taux des crédits immobiliers, 4%, 4% sur 15 ans, 4% sur 20 ans en 2013. Là, on était aussi à du 4-5% et le marché continuait à tourner. Les prix tiennent, selon les derniers chiffres donc de meilleurs agents, moins 5,1% à Paris, mais uniquement moins 3% à Lyon, moins 2% à Rennes, peu ou prou dans les grandes villes, on est autour de 0%. Il n'y a pas que le revenu qui insiste sur, je dirais, ces éléments porteurs. La Banque de France, via l'une de ses analystes, Agnès Benassi-Carré, en tout cas sur le blog de la Banque de France, a publié le 8 juin, donc c'est tout récent, une tribune crédit à l'habitat, la poule, l'œuf et le prix des œufs. C'est vrai que le titre peut surprendre, mais le contenu est très sérieux. Et que dit cette tribune? Qui passe à la loupe un tout petit peu la production de crédit à l'habitat, plus 12 milliards en avril en France. C'était 20 milliards en 2021 par mois, certes, mais 12 milliards, c'est encore beaucoup plus qu'en Allemagne. On est à 9 milliards. Et c'est plus de 2 fois plus que ce qui est en Espagne ou en Italie. Une tribune aussi qui a été publiée sur le site de l'OFCE, logement, donc une crise, donc pas si neuve que ça, donc qui explique aussi que la crise du logement ne date pas donc de l'envolée des taux au cours des 18 derniers mois. Donc en gros, tout ne s'est pas arrêté sur le marché des logements. Il y a encore des opportunités. Il y a crise, mais qui dit souvent crise dit opportunité. Donc pas de panique. Votre diagnostic à vous, Stéphane? Sur ce contexte, en fait, c'est assez classique. Moi, ça fait 22 ans que je fais de la gestion de patrimoine et de l'immobilier. Il y a eu à toute période des prix trop élevés, c'est la crise immobilière, etc., y compris dans la période 2008-2010, où là, très clairement, il y a eu quand même des très gros freins, y compris sur cette valeur résiliente. Là, je dirais que ce qu'on dit à nos clients, nous, en ce moment, en revanche, pour l'instant, s'il y a crise immobilière, et c'est très clair, c'est une crise de volume, pour l'instant. Est-ce qu'elle est volontairement accentuée sur certains pans, je pense au neuf, par les pouvoirs publics, on peut en débattre. Pour l'instant, on n'a pas encore de crise de valeur, alors que le vrai sujet, c'est le prix. Une vraie crise, elle est quand la chute du prix est violent et entraîne de façon, ruisselante, tout le système. Là, pour l'instant, on a une crise très claire du sclérose du volume. On s'attend forcément à ce que ça ait un impact ou pas, puisqu'il y a eu plusieurs fois des tentatives, volontaires ou involontaires, de freiner la frénésie, si je peux m'exprimer ainsi, de l'immobilier. D'où le fait qu'il y a forcément des opportunités. Demain ou aujourd'hui, mais il y a forcément des opportunités. Alors on va essayer justement d'éclairer un petit peu la lanterne une fois qu'on a fait ce constat, parce que cet immobilier, il fait tourner beaucoup de têtes et depuis qu'on a reçu les conclusions du CNR Logement sur l'antenne, on a de très nombreux acteurs de ce monde immobilier qui viennent en parler et on va essayer de voir un peu ce qu'on peut donner comme conseil à nos auditeurs, à nos épargnants ce matin. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces éventuels acheteurs ou à ces épargnants qui s'interrogent dans cette conjoncture actuelle, Christian? Alors, tout dépend bien sûr dans quelle position vous êtes. Mais si vous êtes déjà l'heureux propriétaire d'un bien locatif, le conseil du revenu est clair, ne vendez pas, notamment pour des causes de DPE et des contraintes de normes énergétiques. Un certain nombre de logements vont sortir et sortent du marché locatif et ce qui est rare
est cher. En plus, vous avez la chance d'être propriétaire d'un actif, donc peu ou prou, les revenus sont indexés sur l'inflation. Donc, je veux bien sûr parler des loyers. Maintenant, si vous êtes en phase éventuellement d'investissement, il faut savoir qu'aujourd'hui, les biens avec défaut, entre guillemets, les sixièmes sans ascenseur, les rez-de-chaussée, donc alors les appartements avec vis-à-vis, ne se vendent pas. Donc, n'hésitez pas à faire des offres très en dessous donc, alors, du prix affiché. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que peu ou prou, vous louerez ces logements donc, alors, à une cote, à un tarif qui à peu près identique donc alors, à la cote des logements sans défaut. Donc bien sûr, vous profiterez d'une rentabilité locative. Alors vous allez me dire plus élevée et satisfaisante. Vous allez me dire oui, mais aujourd'hui les banques ne prêtent pas. Bon, d'abord, il peut y avoir un certain nombre d'alternatives aux prêts bancaires classiques. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais il faut quand même les citer. Bien sûr, c'est les prêts familiaux, c'est les donations, c'est les avances sur les contrats d'assurance vie, mais si une avance doit être remboursée au bout de 2 ou 3 ans. Ensuite, un prêt immobilier, c'est un contrat entre vous, entre un emprunteur et un banquier et un prêteur. Si la banque ne lâche pas sur le taux, négociez comme un pro toutes les autres clauses. Bien sûr, donc alors les frais de dossier, négocier une délégation d'assurance, négocier l'absence de pénalité en cas de remboursement anticipé, négocier la modularité des échéances. Vous voyez, il y a du grain à moudre. En immobilier comme en placement, il faut vraiment éviter de procrastiner. C'est le bon moment pour investir. En tout cas, si c'est le bon moment pour vous, il ne faut pas hésiter à y aller. Alors surtout, si vous avez un crédit, si vous avez emprunté il y a quelques années à 0,5, 1, 2%, surtout, si vous avez la chance d'avoir une rentrée d'argent, une prime, une donation, etc., une succession, surtout ne remboursez pas. Puisque donc là, vous allez pouvoir, comme si vos revenus progressent, que ce soit des salaires, des revenus locatifs, vous allez rembourser entre guillemets en monnaie de singe, ou en tout cas le poids de la mensualité qui est fixe, donc dans votre budget familial, ne va cesser de baisser. Voilà, et même en locatif, oui, il y a des opportunités. Attention, bien sûr, il faut étudier l'ensemble du dossier, les aspects, bien sûr, de marché, de prix, mais tout aussi les aspects administratifs, les aspects juridiques, les aspects fiscaux de votre investissement. Il reste des opportunités en matière d'immobilier aujourd'hui. Comment voyez-vous les choses, Stéphane? Est-ce qu'il y a des opportunités? Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à de potentiels acheteurs ou à de potentiels vendeurs? Je me suis dit comment prendre cet angle-là. Premier angle, je dirais d'abord il faut bien séparer, je dirais 3 choses. La première chose, c'est tout ce qui touche à l'immobilier pur affectif, c'est-à-dire la résidence principale. Là, je vais enfoncer une porte ouverte, mais je reste très cohérent avec moi-même depuis 20 ans. C'est un peu provocateur, mais c'est comme un enfant, il n'y a pas de bon moment finalement pour acheter de l'immobilier. Il faut arrêter de se projeter soi-même comme un spécialiste de l'immobilier. Comme on est monsieur, madame, tout le monde, on ne sait pas ce qu'un marché financier immobilier peut donner. Si vous avez envie de vous acheter votre résidence principale, vous avez besoin d'acheter votre résidence principale. Et que vous en avez les moyens. Et que vous avez les moyens, achetez votre résidence principale, puisque c'est pas pour dans 2 ans, c'est pas pour faire un coût immobilier, c'est pas pour faire un placement à court terme. Donc ça, déjà, on le met de côté. Ensuite, les 2 autres parties, c'est l'immobilier locatif, celui que moi je pratique pour conseiller mes clients. Et là, vous avez l'ancien et le neuf. Donc très simplement sur l'ancien, il va y avoir forcément des opportunités de 2 façons. La première, réglementairement, la loi climat et résilience va mettre sur le marché beaucoup de passoires thermiques entre guillemets, pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous voient pas. Et donc forcément, beaucoup d'opérateurs vont se spécialiser ou vont renforcer leur spécialité dans cet immobilier ancien à réhabiliter avec travaux. Il va nécessiter de la rénovation. Exactement, donc il va y avoir du stock. On le voit, on voit beaucoup d'opérateurs aujourd'hui. Il faut d'ailleurs se méfier parce qu'il y en a certains qui débarquent, ils n'en avaient jamais fait et du jour au lendemain ils sont spécialistes, donc soyez vigilants. Mais du déficit foncier, des dispositifs Malraux, etc., etc. Donc dans l'investissement, il va y avoir de vraies opérations à faire. Pour l'instant, le gagnant réglementaire, c'est un peu l'ancien quand même pour l'investissement. Il y aura toujours cette politique de taux qui pourra freiner, mais emprunter aujourd'hui à 4 ne vous empêchera pas de renégocier dans 5 ans à 1,5. On l'a vécu entre 2008 et 2020. Moi, j'ai commencé ma carrière, on était quasiment à 5,5 de taux pour les clients qui investissaient. Donc, il ne faut pas se freiner là-dessus. Ça, c'est l'ancien. Moi, j'ai plus d'inquiétude. Mais il y aura aussi des opportunités dans le neuf. J'avais promis que je lui ferais un clin d'œil. J'ai discuté la semaine dernière avec Monsieur Ramos, qui a une entreprise de carottage et de sondage immobilier, qui donc prépare les terrains, mon cher Cédric. Et donc on discutait avec ce monsieur, et il me disait qu'il avait une inquiétude. Alors pour l'instant, il y a encore des stocks dans l'immobilier neuf. La CDC va en acheter une partie. Les promoteurs font des offres. Et là, je rejoins Christian, le message aujourd'hui. Il y a des moyens de négocier. Il y a des moyens de faire des opérations intéressantes avec des bons prix dans l'immobilier neuf. Loi Pinel ou pas loi Pinel, si on le veut. La petite inquiétude sur laquelle il va falloir avoir un œil, c'est que ce que me disait M. Rabot, c'est que les chantiers sont freinés. Les projets sont abandonnés. Donc les promoteurs peut-être pourront s'en sortir, les sous-traitants ça va être compliqué, mais
peu importe. Aujourd'hui, il y a des stocks. Les promoteurs de maisons individuelles, ils font la gueule. Hein. Bah, ça fait déjà 1 an et demi. Ils n'ont pas attendu la fin du Pinel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, tout c'est la fin du PTZ aussi. Enfin, ouais, mais je ne veux pas qu'on rentre là-dedans parce que Christian voulait rester positif. Mais tout l'environnement, forcément, va être un peu chamboulé. Il y a au milieu de tout ça, forcément pour les gens qui, comme l'a dit Christian, d'un point de vue... vont pas procrastiner, pour reprendre ce terme, vont être proactifs. Il y a des choses à aller chercher en termes de prix, d'offres. Donnez-vous juste du temps, si je peux finir là-dessus, mon cher Cédric, comme à chaque fois, l'immobilier, c'est dans le temps. Oui, c'est bien, mais donc vous avez parlé de neuf, vous avez parlé d'ancien, vous avez parlé de résidence principale, d'investissement locatif, mais pas du tout de pierre papier. Ça peut pas intéresser, c'est pas quelque chose sur lesquels un épargnant, en se disant tiens, bah finalement dans ce doute-là, j'ai pas tellement envie ni d'avoir un truc sur les bras, ni de de la SCPI, de l'OPCI, alors, après tout. Effectivement, alors là, la famille de la pierre papier, c'est une grande famille. On parle effectivement beaucoup des SCPI, des OPCI. On pourrait davantage parler aussi des SCI en assurance vie, voire, vous savez, une famille qu'on aime beaucoup aux revenus, c'est les foncières cotées en bourse qui sont littéralement massacré. Alors c'est pas un scoop, d'abord ça date pas d'hier et c'est classique en période de hausse des taux. Donc alors les foncières qui sont propriétaires quand même des plus beaux immeubles de bureaux et des plus beaux centres commerciaux en France et en Europe et aux États-Unis sont toujours massacrés. C'est vrai que c'est pas forcément la classe d'actifs ou en tout cas le compartiment de la Bourse de Paris qui va rebondir en premier, mais les cours aujourd'hui donnent envie de s'y positionner. On rappelle effectivement un ticket d'entrée relativement modeste qui avait quelques centaines d'euros, hein. Et puis pour quelques centaines d'euros, vous avez accès à une petite part d'un patrimoine immobilier diversifié avec un dividende qui peut être intéressant. Alors attention, on est dans le domaine de la bourse, donc il y a un risque boursier, c'est un produit boursier plus qu'un produit de rente, alors qu'une SCPI, ça peut être un produit de rente. Donc c'est pas forcément pour les mêmes, pour les mêmes besoins. Mais pour revenir, pour compléter quand même sur la pierre physique, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne le dit pas assez, il y a des nouveaux marchés de niche qui apparaissent. Hein. Je veux parler du co-living, des micro-logements, de la colocation en plus des parkings, etc. Donc, il y a très certainement des choses à faire. Et puis, pour terminer, quand même, une dernière idée, et c'est dans le prolongement de ce que vient de dire Stéphane, c'est qu'il faut arrêter de dire que les particuliers se positionnent sur le marché de l'immobilier en fonction de leurs anticipations de marché. C'est faux. Les particuliers, ils achètent quand ils se mettent en couple, ils s'agrandissent quand il y a un enfant qui arrive, ils vendent quand ils se séparent ou quand ils rentrent en maison de retraite. Ça, c'est pour la résidence principale. Pour la résidence secondaire, c'est un investissement plaisir. On achète si ça correspond à son mode de vie, si on en a les moyens, si on en a l'envie, sachant que peu ou prou, ça coûte quand même 1 à 2% de frais d'entretien par an. Quant au locatif, oui, il peut y avoir des opportunités. J'en ai cité quelques-unes. Stéphane, juste pour conclure, il nous reste une minute. Hein. Il reste une minute. Si on devait faire un peu j'aime pas le terme, mais les tops et les flops du premier semestre, très clairement aujourd'hui, les grands gagnants de tout ce qu'on s'est dit, politique de taux, inertie des clients et très clairement le neuf qui est dans le viseur du gouvernement, très clairement les grands gagnants, c'est la pierre papier, on va dire l'immobilier dématérialisé et la location meublée non professionnelle, c'est-à-dire les résidences gérées avec un dispositif donc dans l'ancien qui permettent de répondre à des besoins comme l'étudiant, comme le co-living. Je dirais juste attention quand même parce que dans les tops et les flops, enfin dans le côté un peu flop, beaucoup, et je le conseille donc aux Français, faites de la SCPI ou de la SCI, des SCPI ou de l'OPCI en travers d'assurance vie. Les SCPI, soyez très prudents quand même. On a aujourd'hui vu sur le premier semestre l'apparition, parce que le contexte de taux, parce que le contexte inflationniste, sur certains sujets, en particulier des sujets de private equity immobilier, des problèmes de liquidité. Donc il faut être prudent. Parce que la SCPI, la pierre papier, l'immobilier dématérialisé, c'est un très bon rapport risque-rendement, mais n'oubliez pas qu'il y a une notion de liquidité, ça reste de l'immobilier, donc même si c'est dématérialisé, pour autant, ça n'est pas aussi liquide qu'une action de foncière dans un PEA ou un compte titre, comme le disait Christian. Merci beaucoup à tous les deux pour ces quelques échanges autour de la question immobilière. Christian Fontanet et Stéphane Van Nuffel.